proposé de participer à ce mouvement. J'étais prête, en fait. Et nous, ça a été quand même très, très dur parce que, je vous dis, c'était une banlieue ouvrière, en plus, où il y avait quand même aussi des préjugés, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et nous avons loué un pavillon avec notre argent, et Dieu sait, on n'avait pas des situations extraordinaires, mais nous avons loué ce pavillon, et nous avons, aux yeux de tout le monde, et des flics surtout qui étaient autour, nous avons affiché que nous faisions des avortements, des IVG. Alors voilà, il y a 30 ans, tout bascule avec la loi Veil qui donc va autoriser cet avortement, qui va permettre également donc à tout le monde, à toutes les femmes de pouvoir avorter. Et puis, c'est normal, cette loi va évoluer, comme toutes les lois, parce que la société évolue. Et en 2001, la loi Veil va être révisée. C'est ce qu'on appelle la loi Aubry. On va essayer de comprendre pourquoi elle a été révisée, ce qu'on pouvait attendre aussi de cette loi Aubry, et puis peut-être les problèmes que ça pose dans son fonctionnement quotidien. Philippe Fauché, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, vous, gynécologue obstétricien, hein, et vous êtes responsable de l'unité d'orthogénie de l'hôpital Bichat, également secrétaire de l'association Réseau entre la ville et l'hôpital pour l'orthogénie. Ça s'appelle le REVO. Absolument. Vous allez nous dire dans un instant de quoi il s'agit. Nathalie Bajos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, sociodémographe à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Vous êtes l'auteur d'une étude récente sur l'avortement avec tout un groupe de chercheurs, études dont on a beaucoup parlé dans la presse notamment. Mais Philippe Fauché, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez pour quelles raisons il a fallu, en 2001, réviser cette loi Veil. Parce qu'il y avait des choses qui étaient imparfaites dans cette loi, et notamment deux très importantes. La première, c'était la nécessité pour une mineure, d'abord pour avorter, d'avoir obligatoirement l'autorisation parentale. Et ça confrontait les professionnels parfois à des situations qui pouvaient être dramatiques, il faut bien le dire, hein, où des jeunes filles ne pouvaient vraiment pas dire à leurs parents qu'elles étaient enceintes. Et donc, on a essayé de faire en sorte d'aménager, pas de supprimer, mais d'aménager cette autorisation parentale et de faire en sorte qu'une jeune fille mineure puisse avorter sans avoir obligatoirement cette autorisation parentale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était le délai maximum pour avorter, qui était donc dans la loi Veil de 12 semaines, 10 semaines de grossesse, 12 semaines d'aménorrhée. Et on voyait régulièrement des femmes qui dépassaient ce délai de quelques jours, quelques semaines, et qui, à partir de cette limite fatidique, ne pouvaient plus être prises en charge et devaient partir à l'étranger. Or, quand on regardait les législations dans les autres pays européens, on constatait que donc, bien souvent, la législation allait jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée pour pouvoir interrompre une grossesse. Et on se demandait pourquoi en France, on était resté à ces 12 semaines. Bon, il y a plusieurs choses comme ça, je vous dis, des imperfections dans cette loi qu'il était nécessaire de toute façon de supprimer pour pouvoir améliorer l'accès à l'avortement. Tout à l'heure, Joël Brunerick-Hoffmann nous racontait que pour obtenir déjà la loi Veil, il y a eu toute une activité de militantisme. Est-ce que c'était à peu près la même chose? Alors pas au niveau public peut-être, mais dans les hôpitaux, pour vous, gynécologue obstétricien, est-ce qu'il y avait une attente aussi importante, aussi ténue que ça? Pour obtenir, oui. L'obtention de la révision de cette loi a été de la même façon portée par l'activité militante et par les associations militantes pour le droit des femmes. Ce n'est pas quelque chose qui est d'ailleurs venu des gynécologues obstétriciens, à tel point qu'il y a eu d'ailleurs, surtout pour l'augmentation du délai de 2 semaines, une grande résistance, une grande levée de bouclier de la part des gynécologues obstétriciens pour cette augmentation du délai de 2 semaines. Quel était le débat? Le débat était de dire que ça allait être techniquement difficile de faire 2 semaines de plus, et moralement difficile aussi, que ça allait être un acte difficile à faire, et donc que les gynécologues obstétriciens ne le feraient pas. Donc il a fallu essayer de convaincre que c'était pas plus difficile de faire un avortement jusqu'à 14 semaines que jusqu'à 12 semaines. Alors comment est-ce qu'on réussit à convaincre justement les gens qui sont encore un petit peu sceptiques? C'est difficile de convaincre, surtout quand vous avez des professeurs de la spécialité qui disent des choses qui sont fausses. Quels sont les arguments que vous avez employés? C'est des arguments techniques. Il a même fallu faire un film, qui a été fait d'ailleurs par ma collègue Marie-Laure Brival de la maternité des Lilas, faire un film pour démontrer techniquement qu'on pouvait faire par simple aspiration un avortement jusqu'à 14 semaines, de la même façon qu'on le fait jusqu'à 12 semaines, et qu'on n'avait pas besoin d'utiliser des pinces qui broyaient le fœtus, qui le retiraient par morceaux, des choses assez affreuses à raconter comme ça, mais qui ne correspondaient absolument pas à la pratique de gens qui savent faire des avortements quotidiennement. Donc ça a été aussi un petit combat supplémentaire. Alors, on réussit à prolonger dans la loi jusqu'à 14 semaines. Oui. Hein. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la société? Ça change concrètement que ces femmes qui avant se retrouvaient à 12 semaines plus 3 jours ou 13 semaines et qui devaient partir en Hollande, maintenant,
théoriquement, parce qu'il faut voir aussi en pratique, mais théoriquement, on peut les avorter en France. Alors, vous semblez dire qu'entre la théorie et la pratique, il y a parfois quelques différences. Oui. D'abord parce que... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les séquelles, je vous ai parlé de ces levées de boucliers des gynécologues, il y a quand même des séquelles qui sont que vous avez des centres qui refusent d'appliquer la loi, c'est-à-dire refusent de faire des IVG au-delà de 12 semaines. C'est clair, ils ne vont pas au-delà de 12. Et ils orientent les femmes vers les centres qui, eux, appliquent la loi. Des centres qui refusent d'appliquer la loi, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle des centres hors la loi. D'accord. On les connaît, on les identifie et on les laisse continuer. Oui, ils sont connus. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui. Mais vous savez, l'application, si on dépasse un petit peu le débat sur les 14 semaines, mais l'application de la loi sur l'avortement en France, pas dire qu'elle n'est pas appliquée, mais c'est une loi qui est très inégalement appliquée, très mal appliquée, mais en toute impunité. Alors justement, c'est ce que je voudrais qu'on essaye de comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle est appliquée de façon différente selon, j'imagine, les endroits, les instituts, les hôpitaux, et puis peut-être aussi selon les régions ? Qu'est-ce qui pose problème dans l'application de cette loi ? Il faut différencier, je pense, deux situations. Il faut différencier les grosses villes avec les gros centres universitaires, qui ne sont pas du tout les mêmes situations des petites villes avec des petits centres hospitaliers généraux. On va commencer par les gros centres universitaires. Joël, les mandarins, ils sont toujours là. Ils ne sont pas morts. Hein. Ils ont toujours le pouvoir. Ils sont toujours un chef de service et toujours nommé jusqu'à ce qu'ils partent à la retraite. Et en fait, il fait ce qu'il veut dans son service. Et alors, il ne peut plus maintenant ne plus vouloir faire des IVG. Ça, c'est plus possible. Quand on est dans le service public, maintenant, je vous l'ai dit, la loi obligeait. Mais s'il n'a pas envie vraiment de l'organiser comme il faut, d'en faire, pas moi, 5 par mois, il n'y a personne qui va lui dire quoi que ce soit. Si on va peut-être lui taper un petit peu sur les doigts de temps en temps, mais en fait, pas tellement que ça. Donc, c'est en fonction finalement du bon vouloir. Et ce qui fait que ça peut. Donc, vous avez des variations en fonction des régions, mais même, si on regarde sur Paris, vous regardez la carte des hôpitaux parisiens, on sait très bien, et les centres savent très bien, que dans tel hôpital, on prend en charge correctement les femmes, et dans là, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, on envoie toutes les femmes dans les hôpitaux où on les prend bien en charge, et ça fait comme un entonnoir, vous en avez plein qui arrivent, avec des délais d'attente énormes, de 3 semaines. Et donc, ce qui fait que ça peut faire dépasser le délai à des femmes qui sont dans les temps tout à fait légaux pour avorter en France, mais qui, à cause de ces 3 semaines de délai, ne pourront pas obtenir leur avortement. Et puis, vous avez les petits centres en ville où là, il n'y a pas de grands... C'est pas des centres hospitaliers universitaires, mais il faut savoir qu'il y a une pénurie quand même de gynécologues obstétriciens en France. C'est pas une spécialité du tout qui est attractive, donc il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a un qui vient, puis qu'en plus qui vient s'installer dans un petit hôpital, dans un centre hospitalier général, on lui déroule le tapis rouge et on ne va pas le forcer à faire des choses qu'il n'a pas forcément envie de faire, dont bien sûr les avortements qui sont sacrifiés en premier lieu. Donc il ne faut pas non plus jeter la pierre sur ces pauvres hôpitaux qui ont du mal à fonctionner, qui arrivent à recruter quelques gynécologues obstétriciens à qui on fait faire finalement ce qu'ils ont envie de faire. Cela dit, si je vous suis bien, ça veut dire qu'aujourd'hui l'avortement n'est pas encore devenu un acte médical comme un autre. Ah ben non, bien sûr que non. Beaucoup de choses ont évolué, hein, évidemment, en 25 ans. Nathalie Bajose, vous êtes socio-démographe, vous avez publié avec d'autres chercheurs de l'INSERM et du CNRS une étude qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a une chose intéressante et surprenante, surtout dans votre étude, qui montre qu'en 25 ans, en réalité, le nombre d'avortements reste à peu près stable, c'est-à-dire aux alentours, je crois, de 200 000, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Depuis 30 ans, depuis la légalisation de la loi Veil, date à partir de laquelle on peut enregistrer officiellement le nombre d'avortements, ce nombre reste stable. Mais ce qu'on a montré, c'est que derrière cette stabilité, il y avait toute une série de mouvements contradictoires qui rendaient compte de cette stabilité. Et en particulier, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au moment où la loi Veil a été votée, le législateur s'attendait à une baisse des avortements du fait de la diffusion de la contraception moderne, médicale, la pilule mécaniquement, et le stérilet. Et mécaniquement, on s'attendait effectivement à ce que la diffusion de la contraception provoque une baisse des avortements. Et en fait, statistiquement, il n'en est rien. Alors, ça ne veut pas dire que la contraception n'a pas été efficace, loin de là. Elle s'est effectivement largement diffusée dans la population et il y a eu une baisse très importante du nombre de grossesses non prévues dans le même temps. Mais ce qui a changé, c'est qu'en cas de grossesse non prévue, les femmes ont plus souvent recours à l'avortement qu'elles n'y avaient recours il y a 30 ans. Et c'est lié de manière très directe à la diffusion de ce qu'on peut appeler la norme contraceptive dans la société française, c'est-à-dire que le modèle français est extrêmement figé. On débute sa sexualité avec le préservatif à cause des risques liés à la diffusion de l'épidémie de l'infection à VIH. Dès que la sexualité se stabilise, les médecins prescrivent la pilule. Et puis, quand le nombre d'enfants souhaités est atteint, et surtout pas avant, on propose aux femmes d'utiliser un stérilet.
Et cette norme est extrêmement figée. Et finalement, elle conduit à ce que soulignait tout à l'heure Joël Bounry, qu'avec ces méthodes de contraception efficaces qui existent, les femmes ne devraient pas connaître d'échec de contraception. Et un des paradoxes qu'on appelle le paradoxe contraceptif français, c'est que finalement, cette contraception se diffuse et pourtant, il y a encore beaucoup d'échecs de contraception. Tout ça pour dire que ce qu'on peut dire sur les femmes qui ont recours à l'avortement aujourd'hui, c'est ça touche tout le monde. Ça va toucher toutes les femmes, les échecs de contraception. On estime qu'à peu près chaque femme au cours de sa vie sera confrontée à une grossesse non prévue.